Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Bolter, le podcast qui parle de Warhammer 40 000. Je suis Sam et je suis bien entendu accompagné de mon vieux dude, Goth. Comment vas-tu mon gars ? Mais ça va très bien et toi ? Bah ça va pas mal. Encore une fois, paré et prêt pour parler de Warhammer 40 000, ce lore qui nous anime, qui nous fait vivre Le fun. La passion. Exactement, la passion. Absolument. Pour les deux du fond qui se seraient endormis durant le dernier épisode, et accessoirement le premier de ce podcast, modestement appelé Dans ton bolter donc, l'Imperium est grand, l'Imperium est beau. Dans son immensité qui dépasse l'entendement, il protège l'humanité tout entière contre les âmes perdues abandonnées au chaos, la menace Xéno, ou encore aux mutants et autres hérétiques. Autant de furoncles sur les fesses imberbes et musclées de l'Imperium. Pourtant, avant qu'elle devienne ce monolithe de puissance, l'humanité a traversé de nombreuses époques. Tantôt riches en développement et découverte, tantôt destructrices et qui ont bien failli la conduire à son extinction. En effet, avant la proclamation de l'avènement de l'âge de l'Imperium, l'humanité aurait déjà, si on s'en réfère aux textes anciens, conquis l'espace lors de l'âge de Terra, ou l'âge du progrès selon d'autres sources, encore une fois. On assista à l'expansion de la civilisation dans tous les domaines connus de l'intelligence, puis son attention fut portée sur les cieux. Ainsi commença l'âge de l'exode stellaire où l'humanité colonisera d'innombrables mondes dans notre galaxie et plus loin encore. Cette période faste s'étend du 1er au 15e millénaire de notre ère. Ah bah j'allais te demander, mais quelle est cette période ? Exactement, et juste pour qu'on se situe bien. Tu vois, et donc en fait, on est dans cette période. Ah oui ? Bah oui. On est au 2e millénaire de cette ère-là, en fait, de l'âge de Terra, en fait. Ouais, parce que là, pour l'instant, actuellement, on est surtout très impressionné quand un vaisseau en forme d'une forme pénienne arrive à décoller et à réatterrir sur Terre. Donc, j'ai pas l'impression de me voir vraiment dans avec cet univers-là. Avec Katy Perry à son bord, c'est très Exactement. important. Ah là là. L'humanité semblait alors inarrêtable, mais son orgueil, son hubris, aurait pu la faire disparaître. Nous rentrons là dans une époque dont il est très difficile de parler, car la plupart des sources traitant du sujet ont été détruites ou censurées. Les rares qui osent en parler la mentionnent sous l'appellation du Moyen-Âge technologique. Période s'étalant jusqu'au 25e millénaire, et durant laquelle l'humanité aurait atteint le paroxysme de son développement et les confins de la galaxie, grâce notamment à l'utilisation de STC, traduction française approximative qui pourrait se traduire par donc template de standard de construction. Voilà, c'est à peu près comme ça que je l'ai traduit. Standard Construction Template, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Ouais. Mm-hmm. Mais voilà, donc retenez bien ça, cet acronyme STC, parce que je pense qu'on sera amené à en reparler très souvent. Pas mal surtout quand on va forcément parler du Mechanicus, c'est obligé, ça va arriver. On est d'accord. Donc c'est STC qui sont un genre de base de données artificielle douée d'intelligence. Et donc le développement de l'humanité se fit aussi grâce à l'émergence des Psykers, sensibles au Warp ou l'Immaterium, et à qui on donna le rôle de navigateur. Cela permit alors aux vaisseaux de l'humanité de se déplacer encore plus loin et plus vite en empruntant les couloirs du Warp. Malheureusement, cette soif d'expansion la conduisit inévitablement à sa chute brutale, car elle se reposait toujours plus sur l'utilisation des STC, au travers des hommes de fer qui finirent par se révolter contre leur maître. On appela cette révolte la révolte cybernétique. Oui, bon, pour faire très très simple, un genre de Terminator. Exactement. Si on regarde bien, ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Ah bah, les histoires de SF se ressemblent souvent, même Matrix. Hein. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui. Donc ouais, carrément quoi. Même je veux dire, c'est un peu Black Mirror tout ça. C'est un peu Black Mirror. Mais totalement Black Mirror. Ouais. On est en plein dedans. Cette révolte cybernétique fut une guerre épouvantable et elle eut lieu aux quatre coins de la galaxie. L'humanité se battait contre la menace sur des milliers de planètes. La guerre fut gagnée et l'humanité survécut, mais au prix d'un recul littéralement astronomique. L'expansion galactique prit fin brutalement, les liens commerciaux et diplomatiques entre planètes furent rompus, laissant les colons isolés. L'humanité sombra rapidement dans le chaos et ainsi commença l'âge des luttes. Bon bah ça typiquement c'est le cas de l'histoire en général qui raconte comment l'apogée
le développement d'empire et la chute d'un empire qui mène à une longue période, une sorte de traversée du désert civilisationnel. Absolument, tout à fait. Ce qui d'ailleurs ressemble un petit peu, je pense, à Terra à cette époque-là, parce que, bon, bah disons-le tout de suite, et je pense que tu vas y faire référence tout de suite. Franchement, l'ère des luttes, c'est Mad Max. Ah bah c'est totalement ça, quoi. Disons-le tout de suite. Ah ouais, bah oui, absolument. Même les tu peux voir les illustrations qui sont faites et tout ça, des personnages, tu sais, que tu peux voir. Les mecs, ils ressemblent complètement à des vieux punks en armure de football américain avec des battes de baseball à clous, quoi. Donc voilà. Et ils ont tous des Iroquois roses. Je sais pas pourquoi. Exact. Il y a un truc avec l'Iroquois. Ça reste, mais c'est important. Oui. C'est important. Nous arrivons maintenant dans le vif du sujet, celle de la période précédant les guerres d'unification. Cet âge des luttes, donc, surnommé affectueusement la Longue Nuit, se déroule sur 5 millénaires jusqu'à 30 000 après JC. JC... Jean-Claude Van Damme, bien sûr. On est bien d'accord, exactement. Cet âge d'une violence extrême fut rendu encore pire à cause de la chute de l'Empire Eldar, race Xénos dont on parlera un jour, qui déclencha des tempêtes warp dans toute la galaxie. Les Psykers, comme dit plus tôt, sensibles aux effets du warp, pétèrent alors littéralement un câble et déchaîneront leur pouvoir sur... leurs concitoyens. Ah, mais oui, c'est vrai que du coup, quand il y a eu la chute de l'Empire Eldar et la création de l'œil de la terreur, c'est là où du coup tous les Psykers sont devenus complètement dingues. Ouais, ils ont tous pété un câble. Ouais, quoi. Mais certains même explosaient tout court. C'est beau, un joyeux feu d'artifice d'hémoglobine, quoi. Et le pire, c'est que personne n'avait rien vu venir. Hein. Bah oui, non, parce que jusqu'à présent, les Psykers étaient quand même relativement respectés. Même si, bon, c'était quand même des outils... ouais, il y avait toujours une espèce de méfiance. Ils avaient quand même un statut dans la société. Ouais. À partir de là, par contre, c'est niet, c'est fini. On les extermine tous jusqu'au dernier. Et ceux qu'on garde, on va bien les droguer pour pas que ils puissent utiliser leur pouvoir, à moins que ce soit nous qui le disions, tu vois. Mais sinon, voilà, quoi. Donc, quoi qu'il en soit... Ah, mais tu as fait un très bon point. Mais oui. Ouais. Ce déferlement de pouvoir, exacerbé et sans limite... accéléra la chute des derniers bastions de l'humanité. L'humanité régressa encore plus, comme si c'était déjà possible. Encore plus. Ouais. Oh là. Les quelques groupes de survivants, alors complètement isolés des autres planètes, se jetèrent sur les quelques ressources qui restaient. Les humains se firent alors la guerre entre eux et on vit l'émergence de sociétés féodales où les plus forts imposaient leurs lois ultra-violentes et répressives sur les autres. Clairement, c'était chacun pour soi. Au milieu de ce sbeul, un dude, que dis-je, le dude, fera son apparition. Oh, je pense que je sais de qui tu vas parler. Ah ouais, tu crois. Je pense, mais après, je veux toujours garder l'effet de surprise. Ouais. Une personne mystique et mystérieuse que l'on appelle l'empereur. Oh, mais alors... j'en étais sûr. Quelle surprise. À chaque fois, c'est loupé. C'est clair. Mais l'empereur de quoi, au juste? Parce qu'à moins que je comprenne rien, l'empire, s'il a jamais existé, n'est plus. Et l'Empire n'existe pas encore. Rien de moins qu'un tas de gravats sur lesquels des humains y ont régressé dans une brutalité sauvage et qui se battent pour des quignons de pain pourris et de l'eau croupie, le tout irradié par les retombées radioactives des armes utilisées dans les guerres d'alors. Waouh! Ça a l'air d'être vraiment le fun. Ouais, on s'éclate, hein. Là, déjà, je m'y vois, là. Ouais. Et puis, je me dis, c'est quoi son état civil? Prénom L', nom empereur, nationalité, tu comprendrais pas, mon gars? Bah, censément, il vient de Sibérie. Mais il y a différentes théories sur son origine. Ah, moi, j'avais lu qu'il venait de Turquie, enfin, du plateau anatolique. Ouais, bah, tu sais quoi, de toute façon, je suis sûr qu'il y a différents endroits d'où il est censé venir, c'est pour le mythe. Mais de toute façon, il vient de partout et de nulle part à la fois. C'est un citoyen du monde, disons-le tout de suite. Ouais, exactement. Ouais. Quoi qu'il en soit, le melon du mec, quoi. Le mec, il arrive, il dit « Bonjour, je suis l'empereur ». Ouais, genre, hey, je suis l'empereur, moi. Quoi qu'il en soit, c'est au 29e millénaire qu'il se fit connaître sur Terra en déclarant devant une foule hébétée « Vous allez finir par vous aimer, bon sang de bonsoir !» Mais c'est pas ça, la réplique. Mais on est sur YouTube. Ah... Je t'en prie, continue. Parce que oui, et blague à part, à cette époque sur Terra, ce n'était pas la joie. Après des millénaires... Euphémisme du siècle. Après des millénaires de guerre civile où des milices techno-barbares se battaient sans merci pour les quelques ressources encore disponibles, Terra n'était plus que l'ombre d'elle-même. Cette ère était irradiée, ses océans évaporés pour la plupart, et les humains... Eh bien, pouvait-on encore parler d'humains ?
plutôt des hordes apeurées et brutales soumises à des sectes vouant un culte aux forces du chaos, ou des seigneurs de guerre augmentés cybernétiquement qui n'avaient pas forcément à cœur le bien-être de leurs concitoyens. Bah, il restait d'ailleurs plus... Enfin, il restait, je crois, au niveau des océans, si je ne me trompe pas, il restait un bout de l'océan Pacifique. Voilà. Ouais, bah en gros c'était un étang qui restait. Ouais, il restait vraiment pas grand-chose. Genre, en gros, bah, l'océan Pacifique, c'est la mer d'Aral, si tu veux à peu près une représentation. Sinon, tous les autres océans ont disparu. Ouais, c'est bien ce que j'avais lu un truc là-dessus. Ce qui fait que ça rend la Terra encore plus grande. C'est vrai. Mais c'est cool, hein. De plus, les retombées radioactives suite à l'utilisation d'armes nucléaires provoquèrent d'horribles mutations chez les humains. C'est bien simple, des yeux leur poussaient là où vraiment on n'a pas envie d'en avoir. Et je laisse ça à l'imagination. Ouais, on va même pas dire où. Ouais. Non, on va pas dire où. Mais vous savez très bien à quoi bien sûr, il y a tellement d'options possibles. Ouais, on est d'accord. L'empereur se révéla donc au grand jour et entreprit alors de faire le ménage. Et quel ménage cela fut! En l'espace de moins de 2000 ans, il soumit toutes les factions techno-barbares à son influence. Grâce à son talent naturel pour la diplomatie, il arriva à convaincre les seigneurs locaux et autres chefs de milice de se soumettre à son autorité. Bon, en réalité, la diplomatie se résumait souvent à taper le plus fort possible jusqu'à ce que l'autre abdique. Oui, c'est ça, c'est genre, rendez-vous, sinon quoi? Exactement. Exactement. Rien d'étonnant à ça, donc, quand on considère qu'il avait souvent affaire à des personnes, donc, encore une fois, ultra violentes, dont le cerveau avait été pourri par l'atmosphère toxique de Terra, donc pas prompt à des réflexions subtiles. Ouais, voilà. très peu terre à terra, si je puis dire. Là, je vois ce que tu viens de faire, petit canaillou. Évidemment, il n'était pas seul pour accomplir cette tâche. En effet, il était accompagné de ses fidèles régiments de soldats, la première armée impériale en somme, et qui établira les bases de l'Astra Militarum. L'élite de ces soldats étaient les fameux et redoutés Thunder Warriors, genre de proto-Space Marines, des soldats génétiquement modifiés. En gros, c'était donc des genres de Space Marines, mais en mode ultra violent. Comme si c'était possible d'être plus ultra violent que les Space Marines, mais bon, allez, admettons. Comme si cela était possible, mais bon, on n'est plus à ça près dans la surenchère des rapports de force dans l'univers de Warhammer 40 000. Et puis ils avaient vraiment tout l'équipement qu'il fallait. C'est-à-dire qu'ils avaient les prototypes des premiers bolters, donc c'est littéralement des lance-grenades autopropulsées, et leur arme de prédilection était la fameuse... La fameuse? Ah, je sais pas. Oh, quand même, une arme vraiment qui vient à l'esprit. Bah, les bolters? Non? Ah non. S'il faut les chainsaws, tu veux dire? Les épées tronçonneuses. Les épées tronçonneuses, évidemment. Ça, on aime. Ah bah ça, c'est cool, ça. On pour aime. couper du bois le dimanche matin. Et puis, ce qu'il faut bien préciser, c'est que, c'était des proto-Space Marines, mais c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'ils étaient plus balèzes que les Space Marines. Ils étaient encore plus gros. Ouais, effectivement. Quoi qu'il en soit, l'empereur n'avait pas que des sujets, cependant. Il avait un copain. Son nom, Malcador le Sigillite. Il était le dernier représentant de son clan. Pendant l'âge des luttes, ce groupe composé de puissants psychers et savants trouvèrent refuge au sein de la chaîne de l'Himalaya. Maintenant, ça s'appelle l'Himalaya, je crois. La chaîne himalasienne. Himalasienne, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Donc, dans cette chaîne de montagne, où ils bâtirent une gigantesque forteresse et d'où ils s'assureront de collecter, compiler et préserver tous les savoirs et technologies qu'ils pouvaient récupérer. Quand l'empereur se dévoila au monde, Malcador vint à sa rencontre car il savait le potentiel de cet homme hors du commun. Il mit à sa disposition sa forteresse, d'où l'empereur lança ses campagnes militaires sur Terra. C'est dans les laboratoires de ce lieu titanesque et labyrinthique que seront menées les expériences afin de développer les primarques, ainsi que les graines génétiques nécessaires à la création des Space Marines. Alors je suis désolé pour les graines génétiques, à partir de là, on va dire les glandes progénoïdes ou les gene seeds. Ouais, moi ça va. Ouais, c'est mieux. Les graines, ça me met un peu mal à l'aise. On est d'accord. Ouais. Je me dis qu'une fois, il faut les planter. En plus. Genre non, ça le fait pas du tout. Et le planter où? Ouais, puis alors c'est surtout où. Ce lieu sera connu un jour sous le nom de Palais impérial, où en son sein sera établi le trône d'or. Ouais, bah là, c'est donc... Oh là, là, tu fais un foreshadowing énorme. Attention, un jour, il y aura un trône d'or. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Ouais. Mais moi, la question que je me pose un peu quand même, c'est... Qu'est-ce qu'il faisait, l'empereur, avant tout ça? Parce que c'est bien beau de venir sauver l'humanité, mais il a fallu quand même attendre des millénaires pour qu'il se pointe. Et d'après ce que l'on sait, il était là depuis déjà très, très, très longtemps. Et aurait même influencé certains événements historiques. D'ailleurs, certains suspectent que Jésus, en fait, ce serait lui.
Oh, voilà. Bon, ça, je dis ça, c'est juste, en fait, j'ai la preuve parce que c'est littéralement écrit dans mon texte. Est-ce que c'est pas un peu les mêmes personnes qui disent que la Terre est plate? Parce que ça ressemble un peu à ce genre de discours, tu veux mon avis. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est complètement tiré par les cheveux. Donc, pour en revenir à... C'est vrai que jusque-là, rien n'est tiré par les cheveux. Tout ce que tu fais, non, tout est complètement rationnel. Et puis tout est vérifiable. Ah oui, tout à fait. C'est écrit dans des livres. Ouais, exactement. Donc, pour en revenir à Monsieur l'opportuniste, celui-ci livra de nombreuses guerres afin de pacifier Terra. Ces guerres d'unification, donc, furent évidemment terribles. Les victimes se comptèrent par centaines de millions, je pense qu'on peut dire au bas mot même. Ouais, à la louche, ouais. Ouais, à la louche, ouais. À quelques centaines de millions près. Des villes et des royaumes furent tout simplement rayés de la carte, et certaines de ces batailles durèrent des mois en fonction de la résistance rencontrée. Car même si la population de Terra avait bien souvent été réduite à une masse affamée et apeurée, certains tyrans en avaient tiré profit et avaient soumis de larges territoires à leur autorité. Donc là, je vais faire une petite liste non exhaustive de ces simili-états, de ces dictatures, de ces états techno-barbares, de ces ethnarchies. Et d'ailleurs, on définira ce que c'est une ethnarchie. Ah, mais j'ai vraiment hâte. Ah, mais ouais, oui. C'est comme quand tu parlais la dernière fois d'Ocuménopole. Moi, j'en reviens toujours pas. Non, mais j'en découvre des termes grâce au lore de Warhammer 40 000. Le lore de Warhammer est plutôt bien écrit. Ouais. C'est vrai. Donc tout d'abord, il faut bien entendu parler de l'Empire Achéménide, qui était une monarchie qui se trouvait grosso modo sur l'ancien Iran, à peu près. D'accord. Pour situer. C'était une monarchie qui était divisée en factions tribales et qui avait une culture assez atypique compte tenu de l'atmosphère générale qui régnait, car contrairement aux autres factions, elle plaçait l'honnêteté très haut dans l'échelle des valeurs. Là, j'ouvre de grands yeux. Ça m'étonne énormément. C'était des mecs intègres. Ah, ils avaient des valeurs? Ouais, ils avaient des valeurs. Ah, ok, très bien. En gros, c'était pas des gros fourbes comme les autres, quoi. Voilà. Cette monarchie, donc, s'allia assez rapidement à l'empereur, et leur génome ayant été plutôt bien préservé malgré l'atmosphère toxique, ils furent parmi les premiers à intégrer les rangs des futurs Space Marines, et notamment du chapitre des Thousand Sons, que tu apprécies particulièrement, me semble-t-il. Oh, les Thousand Sons, ils ont tellement souffert. Et d'ailleurs, Ahriman est d'ailleurs le descendant de l'une des familles royales de cet empire. Oh bah ça remonte à loin, dis donc. Ah bah loin de loin. Hein, puis quand tu sais ce qu'il fait maintenant, je pense qu'il a oublié sa famille depuis longtemps. Petit coquin. Ah là, dis donc. Ah d'ailleurs, j'ai découvert, il avait un frère jumeau. C'est possible. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en fait, j'ai commencé à lire le premier bouquin de cette trilogie. Ouais. Et j'ai pas accroché. Ah non. Donc, mais je crois qu'il en parle justement. Mais pourquoi t'as pas accroché du coup? C'est l'écriture? C'est l'écriture. Ah ouais. Ouais, c'est l'écriture. Bah, comme je t'avais dit, les bouquins 40 000 sont d'une manière générale, après, ce n'est que mon opinion, d'une qualité quand même assez inférieure aux bouquins de l'Horus Hérésie. D'une manière générale quand même. C'est plus, on va dire un peu plus grossier, si on veut. C'est un peu moins agréable à lire. Bon, à part si celui sur Fabius Bile. Mais bon, là on est en train de digresser. Et puis je pense qu'on aura tout le temps de parler de ce cher Fabius. De ce scientifique de génie. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Respect total. Ah ouais. Ensuite, on peut parler de l'état techno-barbare d'Albia, qui se trouve grosso modo sur les îles britanniques. Est-ce que déjà on l'appelait toujours la perfide Albia? Eh bien, je ne sais pas. D'après toi. Par contre, Shakespeare, dans Warhammer 40 000, est toujours connu bizarrement. Alors par contre, c'est pas écrit E-A-R, à la fin c'est écrit I-R-E. Voilà. Ah, Shakespeare. Ouais, Shakespeare. Ah oui, c'est vrai qu'ils changent souvent les noms comme ça. Ouais. Voilà. Mais donc, cet état techno-barbare donc, avait une culture clanique. Ils érigèrent des cités-états titanesques faites de pierre noire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est vachement important le fait que c'était fait de pierre noire, tu vois. Bah, de la pierre volcanique, quoi. Bah, je sais pas, Albia, les îles britanniques, c'est pas connu pour être volcanique. Il a pu se passer pas mal de choses. Volcanique et britannique, ça rime, mais... Bah écoute, je sais pas, ouais. Peut-être que en 20 000 ans... Ou peut-être parce qu'ils utilisaient du charbon. Ah oui, parce que aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est un peu dangereux quand même de faire une forteresse en charbon, c'est pas terrible. Non, mais parce que l'inspiration, en fait, architecturale de ces villes-états, c'était les villes victoriennes de l'époque.
Donc où il y avait où le charbon était, enfin les lampes à pétrole notamment étaient vachement utilisées, donc avec peut-être la fumée noire, ça salissait les murs, donc du coup les cités étaient toutes noires. Ça devait vraiment être sale. On est à quelle époque? Remets-toi dans le contexte. Non mais t'as raison, c'est pas faux. Hein. Ouais. Je veux dire, pour ce que tu mets dans ton choc à pic dans ce monde-là, c'est pas du lait frais, hein. C'est littéralement de l'eau croupie vert fluo. Ouais, et qui vient de l'urine de différentes personnes. Ouais. Qui a été recyclée. Ouais, exactement. Et ils mettent du colorant blanc et tu veux pas savoir. Yum yum. Et c'est pas des chocs à pic, c'est des chocs à puce. Bon, bref. Donc pour en revenir à Albia, leur principal adversaire pendant l'âge des luttes était l'Empire Pan-Pacifique, avec qui ils se livraient dans de fréquentes guerres. Quand l'empereur leva ses armées pour conquérir ce territoire, il fut stoppé par une résistance féroce malgré l'envoi des Thunder Warriors. Se rendant vite à l'évidence qu'il ne capitulerait pas, l'empereur imposa un cessez-le-feu et les convainc alors de rejoindre ses rangs. L'empereur vit également en ses fiers et féroces guerriers de bons candidats pour intégrer les rangs de ses futurs Space Marines. Ils formeront le chapitre des Dusk Riders, qui plus tard sera renommé en Death Guard. Ah. Mais là, ils sont tous du coin en fait, les gars quoi. Ah, dès que tu commences à évoquer les noms des chapitres de Space Marine, moi ça me met les poils là. Là ça y est, ça on y est là. Là on y est là. Ah. Ensuite. Donc, je mentionnais les adversaires donc de Albia, donc l'Empire Pan-Pacifique. Donc, parlons de l'Empire Pan-Pacifique, qui était peut-être le plus grand état techno-barbare sur Terre, qui recouvrait en gros l'ancien océan Pacifique, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, donc ça incluait les anciennes îles de l'Asie du Sud-Est, le Japon, et ça allait jusqu'en Australie. Donc, colossal quand même. Ouais, quand même. Tu fais pas ça en une semaine. Hein. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, c'était un ensemble, à la base, d'états techno-barbares qui se tiraient la bourre entre eux, quoi. Mais une secte du nom de la confrérie du singularitarisme posa alors une telle menace sur toute la région qu'un seigneur de guerre du nom de Khazar unifia tous les clans pour les battre. En effet, ils auraient eu pour projet, mais complètement foufou zinzin, de créer une intelligence artificielle qui devait ramener la prospérité et l'ordre sur Terra. Quoi ? Une intelligence artificielle ? Ouais. Non mais je pense qu'ils avaient pas conscience de l'univers dans lequel ils étaient. Bah non, mais c'est clair. Il ne faut pas. Non, mais on est d'accord. C'est mal. C'est mal, c'est une hérésie. C'est interdit. Ils furent tous massacrés, les adeptes de cette secte, mais l'un d'entre eux, un certain Moravec, parvint à s'échapper et pour s'enfuir sur Mars. Donc j'ai pas les détails à ce niveau-là, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ah bah j'espère, parce que là j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu ce gars-là. Bah oui, c'est clair, Moravec. Prenons un peu breton, non? Moravec. Il s'appelait Yann. Yann Moravec. C'est ça, ouais. C'était le dernier breton sur Terra. Pas de bol, il est parti sur Mars. C'est ça. C'est dommage. De nombreux tyrans se succéderont à la tête de l'Empire, comme celui uniquement connu sous le sobriquet du roi innommable. Je sais pas pourquoi, ça m'inspire pas confiance quand j'entends ça, quoi. Et le dernier à sa tête fut Nathan Dom, qui tenu tête à l'empereur. L'Empire Pan-Pacifique deviendra l'un des plus puissants empires de Terra sous le joug de Dom, mais évidemment, hein, comme tout a une fin, l'empereur vint mettre de l'ordre dans tout ça. À l'aide de ses Thunder Warriors, l'empereur roula littéralement sur les forces de Dom, ce dernier étant fait captif et sera exécuté pour l'exemple. Et ses lieutenants seront, quant à eux, emprisonnés dans les... c'est quoi? C'est les... les geôles sous le palais impérial, les Dark quoi. Vaults, là. Ouais, les geôles noires. Les geôles noires, ouais. Ouais, c'est ça le nom, ouais. Ouais, voilà. Dont certains, dans le futur, à l'époque de la première croisade, tenteront une insurrection, d'ailleurs, mais... on y reviendra peut-être un jour. Encore un foreshadowing. Encore un foreshadowing. Du coup, quand tu disais, là, quand ils ont mené l'assaut, ils ont mené l'assaut, ils ont exécuté le leader, procédure standard, hein, rien vraiment de... Mais par contre, j'imagine que donc l'empereur en faisait partie,
Donc il faisait partie de... Non, il était pas forcément... Il était pas forcément là, mais non, mais lui, il avait d'autres choses à faire. Hein. Il avait ses expériences génétiques à faire. Ouais, après, des fois, quand même, je pense il devait quand même aller sur le terrain, parce que... Mais il était... J'y viens. Mais il était... Ah ouais. Je voulais pas... Excuse-moi, je range ma serpe, je voulais pas te couper l'air sur le pied. Pardon, je la remets là. Mais non, il y a aucun problème. C'est avec plaisir. Parce que maintenant, je vais parler de l'ethnarchie du Caucase. Ah, l'ethnarchie. Ouais, donc l'ethnarchie, c'est un territoire occupé par un genre de monarque, mais ce territoire a la particularité d'avoir une homogénéité génétique. Donc, en gros, souvent, où l'eugénisme est pratiqué de façon éhontée, quoi. Voilà. Ok, ouais. Oui. On sépare le grain de l'ivraie. Et ouais, quel euphémisme. Et pourquoi est-ce que je parle de ce territoire-là? Parce que c'est là où fut livrée l'une des dernières grandes batailles de l'unification. En effet, les ethnarques qui contrôlaient cette région opposèrent une résistance sanglante, à tel point que même l'empereur dut se rendre sur place pendant les combats. Genre il arrive, il dit bon alors, c'est quoi ce sbeul là? Ouais, exactement quoi. Il y eut des millions de victimes, parmi eux plus de 10 000 Thunder Warriors, quand même, c'est un beau paquet de Thunder Warriors, qui périrent dans les vagues d'assaut. Cela fut causé en grande partie par les forces de l'ethnarchie, qui utilisèrent des armes antiques datant d'avant l'âge des troubles, et ils avaient aussi des armadas entières de psychers complètement drogués à leur disposition, qui envoyaient des éclairs, quoi. Tu vois, donc c'était en mode ultra vénère, quoi. Et non seulement ça, mais ils avaient donc leur forteresse était ni plus ni moins qu'une montagne qui avait été vidée et aménagée en galeries et en salles gigantesques. Et surtout, le tout était protégé en plus de la montagne par un bouclier énergétique quasiment indestructible. Ouais. Exactement quoi. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y avait des sources thermiques en fait, des sources géothermiques. Ouais, géothermiques dans la montagne. Si bien qu'en fait ils avaient fabriqué des machines autour grâce à ces anciennes machines pour canaliser cette énergie, et en fait ils disposaient de ressources illimitées en fait. Ouais, c'est ça quoi, ils étaient imprenables littéralement quoi. Quoi qu'il en soit, au grand mot, les grands remèdes, l'empereur envoya le tout jeune chapitre des Salamanders qui infiltrèrent la forteresse grâce à des machines de forage minier. Je vais pas rentrer dans l'histoire, et on avait commencé à en parler tout à l'heure, mais ces machines de forage venaient de Mars. C'était des machines de l'Adeptus Mechanicus, enfin le Mechanicum de Mars, parce que l'Adeptus Mechanicus n'existait pas encore à cette époque-là. Et donc c'est là qu'on a un petit... Oui, non, mais en fait, non, c'est juste, est-ce que, voilà, c'est là où on avait vraiment un doute de savoir, est-ce que l'empereur s'était rendu et avait signé le décret d'Olympus Mons pendant les guerres d'unification. Exactement. Ou après, parce que techniquement, il avait besoin du Mechanicum pour lancer sa grande croisade. Ouais. Mais ça, mais est-ce que il avait déjà une possibilité d'aller dans l'espace et d'aller sur Mars? Ah, mais en fait, si. Bah écoutez, chers auditeurs, si vous avez des éléments de réponse à ce niveau-là, ouais, on n'arrive pas à fixer exactement quand est-ce qu'il a été signé les paplards avec le Mechanicum. Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Bah écoutez, dites-nous dans et les qu'il commentaires est devenu un dieu pour eux aussi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez une opinion là-dessus. Tout le monde pensait que c'était une mission suicide, car alors que l'empereur et ses armées assuraient le siège de la forteresse, rien ne se passait. Pendant des semaines, les Salamanders ne donnèrent aucune trace de vie jusqu'au jour fatidique où le champ de force qui protégeait l'ethnarchie se désactiva et donna alors l'opportunité aux forces impériales de marcher sur l'un des derniers bastions de résistance qui entravait la domination totale de l'empereur sur Terra. Et là, ça a été un carnage total. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, l'empereur, j'imagine que comme il était sur le terrain, bah, je pense qu'il devait être accompagné des custodes. Il devait forcément avoir des custodiens avec lui, parce qu'il sortait rarement seul quand même. Il avait ses gardes du corps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et parce que même si les Thunder Warriors ont quand même fait le plus gros du taf, et ensuite les Space Marines sont arrivés, mais entre-temps, les custodes, quand même, eux, ils étaient là, mais que quand l'empereur était là. Ouais. Hein, ils ont quand même toujours... Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder sur... mais on aura le temps, t'inquiète pas. Ah bah oui, non, mais j'imagine qu'il y aura un jour peut-être un chapitre, un épisode qui leur sera dédié. Mais voilà, donc, bon, j'en ai cité 4, mais en vrai, il y en a
plein d'autres, juste pêle-mêle. Il y a les territoires nord-africains d'ADDJ. Et ADDJ, d'ailleurs, c'était une référence directe à une opération militaire qu'il y a eu au Maghreb pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je l'ai découvert il y a quelques jours. Bon, voilà. ok. Il y avait le royaume techno-barbare de Franck. Donc la France... Je me demande bien de quel pays ça... Il y avait le territoire de Gyptus, donc l'Égypte. Oui. Écrit dans ce cas-là GYPTUS. Ensuite, le territoire de Germanie, écrit avec un J. Ah ok. Germanie. Ouais, Germanie, ouais. Ensuite, Meurica. Non, c'est l'Amérique. Ouais, mais bon, j'avoue, là c'est directement... tu vois, c'est straight from English. Ouais, straight from English, c'est Meurica. Et non, et dans la version française, c'est l'Amérique. Ouais, ok, d'accord, voilà. Ouais, effectivement, ouais. Donc ensuite, il y a le bloc indonésique, qui est donc l'Indonésie, quoi. Oui, ça ressemble assez, oui. Et la cité-État de donc HY, Brésil, qui était... le Haut-Brésil. Ah, c'est au Brésil, c'est ça? C'est le Haut-Brésil. D'accord, ouais, ok, d'accord. Et apparemment, ils avaient des générateurs tellement puissants que ça gelait littéralement les territoires sur des centaines de kilomètres à la ronde autour de la cité-État. Et du coup, les citoyens de cette cité-État avaient donc des vacances à la neige. C'est pas beau, ça? Ouais, franchement, je sais pas de quoi ils se plaignaient à l'époque. Mais franchement... Enfin, non, franchement, ça a l'air vraiment très sympa. À manger des chocs à puce et... Des chocs à puce. Mais tout se passait bien, en fait, quoi. Ils avaient plus d'yeux que nous, qu'ils voyaient mieux que nous, en fait. Je veux dire, de quoi ils se plaignaient? Ils avaient des chocs à puce. Bah voilà, c'est ça, exactement. Bon, bref. Ça va être le titre de l'épisode, d'ailleurs, ça. La prochaine étape de la reconquête des territoires perdus de l'humanité par l'empereur, c'était évidemment les étoiles. Avec ses puissants chapitres de Space Marines et ayant le monopole des ressources sur ce tout nouvel empire, il restait quand même 2 problèmes à régler. Le premier, c'était celui des Thunder Warriors. Bah ouais, que faire d'eux, quoi. Parce que bien que extrêmement puissants et même plus que les Space Marines, et apparemment d'une large supériorité, ils étaient malheureusement complètement pétés de la caboche, pour être poli. Ils n'avaient été créés que dans le but de se battre et ne servaient à rien d'autre que ça. Contrairement au conditionnement des Space Marines qui se fait dès l'enfance, celui des Thunder Warriors avait été opéré sur des hommes adultes. Ouais, et souvent c'était déjà des anciens techno-barbares, ou alors c'était des anciens prisonniers. Enfin, c'était de toute façon déjà des mecs très instables de base. Ah ouais, absolument, quoi. Donc, du coup, en plus, en ajoutant ce que t'as dit, ils étaient du coup de fait moins malléables et plus promptes à rejeter les modifications génétiques et autres améliorations. Les légendes disent que les derniers d'entre eux seraient morts lors de la bataille du mont Ararat, mais en fait c'est faux. Quoi ? Ouais, en fait apparemment c'est complètement faux. C'est juste pour donner une légende en fait aux Thunder Warriors, oui, et juste surtout pour marquer le moment où vraiment ils sont censés avoir disparu. Et surtout pour donner le beau rôle en fait à l'empereur. Mais la réalité serait tout autre. Car l'empereur aurait en fait préparé et commandité la mort programmée des Thunder Warriors. Pardon, ok, en fait je pensais que tu allais dire que ça s'est passé ailleurs, mais non, en fait c'est ça. Tout ça a été romancé, oui. Mais tout ça n'était qu'un énorme guet-apens. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais. Mais qui plus est, de toute façon, leur disparition était prévue, leur expiration même on pourrait dire était prévue. Car de toute façon, l'empereur n'avait prévu de les utiliser que pour les guerres d'unification. Mais même de toute façon, ils avaient une date de péremption de base. Bah oui, mais eux le savaient pas, ça. Alors non, eux le savaient pas, mais enfin, c'est-à-dire que l'empereur déjà, lui, son projet était déjà établi, mais c'est que en plus de ça, les améliorations physiologiques qu'il portait étaient aussi et se dégradaient avec le temps. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, ils étaient pas voués. Bah c'est pour ça que ils finissaient par rejeter les implants génétiques qui. Ils rejetaient tout ça et en plus leurs armures ne leur permettaient pas de voyager dans le vide spatial. Donc de toute façon déjà ça marcherait pas. Mais il y a eu un survivant par contre. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Il y a eu enfin en tout cas dans le livre, alors je sais plus dans quel livre, c'est celui qui se passe dans la Cité de la Vue, juste après que Magnus ait fait son bonjour, je viens tout péter, et on suit les aventures d'un navigateur, d'un astropathe. Et dans la cité où vivent tous les astropathes et tout ça, là il y a un chef de gang qui s'appelle Babou Dakal.
et qui, en fait, tu le découvres au fur et à mesure du bouquin, qui, en fait, c'était le dernier Thunder Warrior, et qui est dans un sale état. Genre, parce que là, on est plusieurs dizaines d'années après la fin des guerres d'unification, et le mec, il est aux portes de la mort, quoi. Mais il fait toujours très peur, quand même. Ouais. Mais il y en a pas un qui se trouve, qui est prisonnier dans les geôles noires du palais impérial? Si c'est le cas, c'est possible, mais il y a fort à parier que déjà, même une fois que la grande croisade a été lancée, le mec, il est probablement déjà mort, parce que ils auraient aucun intérêt à le garder en vie. C'est sûr, effectivement. C'est devenu une sorte de bouillie. Voilà, moi je suppose, ouais. Mais voilà, mais bon, en gros, oui, c'était, tu l'as dit à ma place, mais tu l'as tellement bien dit que je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Mais je t'en prie. Merci à toi. Il n'y a pas de problème. Donc, problème des Thunder Warriors donne, j'ai envie de dire. Mais par contre, suite à la conquête de Terra, le manque technologique qui se faisait malgré tout sentir, et pour remédier à cet handicap, l'empereur ira donc sur Mars pour conclure une alliance avec le Mechanicum de Mars afin de s'assurer un apport technologique constant. Bon, normalement c'est à ce moment-là. Hein. Normalement c'est à ce moment-là. Au niveau du timing, on est ok. Mais bon, voilà. Si vous voulez nous débarrasser d'un doute, n'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à remettre l'église au milieu du village quelque part. Oh, mais comme tu. Oh là, j'adore. Oh là là. Quoi qu'il en soit, ces guerres d'unification mettront plusieurs centaines d'années avant que Terra soit unie à nouveau. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est évidemment que le début de l'histoire. Bah dis donc. Non, là, je suis estomaqué. Hein. Là, tu nous as fait un récit. Là, t'as bien posé les bases, là. Ouais, mais bon... Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses encore à raconter. Enfin, je veux dire... la guerre dans les Balkans, là, que tu me disais... déjà, rien que ça, c'est une histoire en elle-même. Même l'histoire du Pan-Pacifique, de l'Empire Pan-Pacifique, elle est énorme. Tout ce que... comment il a fait avec son petit copain, Malcador, déjà, rien que ça... Malcador, le sigillite. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il s'appelle le sigillite? Tu me l'as dit l'autre jour, j'ai complètement oublié. Et je vais te le redire. Sigillite parce que en anglais sigil c'est l'emblème. Ouais. Et donc sigillite c'est celui qui porte l'emblème. Le porteur d'emblème. Voilà, dans sa confrérie de perpétuel, c'était lui le porteur de l'emblème. D'accord. Voilà. Mais sa confrérie c'était les sigillites. Alors c'était aussi. C'était aussi le nom de cette confrérie, ouais. De ce clan. Et qui était principalement composé de perpétuels, dont des êtres immortels dont on va sûrement parler très bientôt. Bah oui, je pense, il y a moyen. Évidemment. Mais ouais, et puis bon, le truc c'est que, en plus de ça, c'est que je pouvais pas commencer le sujet de but en blanc comme ça, j'étais un peu obligé de faire une intro à d'autres époques qui se sont passées bien avant, sur lesquelles on reviendra sûrement un jour, mais... Mais on a le temps pour ça, après tout. On a tout le temps. On est que à 2000, quoi. On est en 2025, là, aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, on a encore 37 000 ans pour tout aborder. C'est bon, on est large. Et ça va être le grand fun. Donc, du coup, le fun. Si vous avez aimé cet épisode présenté avec brio par Sam, donc vous connaissez un petit peu la procédure, hein, la cloche, commentaire, le like, le bon gros pouce bleu des familles. Et surtout, suivez-nous aussi sur Instagram, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer. Pas forcément dans le lore, mais au moins dans notre émission, ce sera déjà pas mal. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ? Eh ben écoute, ce n'est que le début de l'aventure, mais l'aventure s'annonce riche et haletante et passionnante. Et absolument grandiose. Allez, Kenavo les potos ! Gros bisous tout le monde, aux prochains épisodes.